Maintenant, je vais me centrer sur les pensées, donc l'approche cognitive de la dépression. Aaron Beck est un psychiatre qui a inventé la thérapie cognitive. Sa théorie, c'était que les pensées influençaient les émotions. Donc, si on était capable d'identifier les pensées qui amenaient notre dépression, qui amplifiaient notre dépression, on pourrait avoir un effet sur notre dépression. Dans son modèle, on voit que l'événement peut générer des pensées qui amènent des émotions. Donc, si on a une illustration plus concrète, au fond, quelqu'un qui est licencié peut penser: «Je ne pourrais pas nourrir ma famille» et se sentir anxieux. Une autre personne qui est licenciée peut se dire: «C'est pas juste» et se sentir en colère. Une autre personne peut se dire: «Je pourrais peut-être trouver un travail qui me convient plus», puis avoir un certain espoir. Donc, la façon de voir les choses peut influencer le type d'émotion qu'on va avoir, l'intensité de cette émotion. Quand votre thérapeute va proposer une approche cognitive, les différentes étapes vont être les suivantes. Il va faire une restriction cognitive non systématisée avec le questionnement socratique. C'est un ensemble de questions qui va vous aider à prendre du recul par rapport à la situation, puis de voir la situation dans son ensemble plutôt que juste le côté négatif. Il va vous inviter aussi à faire une restructuration cognitive systématique. Il va vous apprendre à le faire par vous-même aussi. Donc, à l'aide d'un tableau d'enregistrement des pensées automatiques, un tableau d'expérience comportementale. D'autres choses qu'il va vous apprendre aussi, c'est d'identifier les distorsions cognitives, donc les biais d'interprétation. Une des choses que le thérapeute va faire avec vous quand il fait la thérapie cognitive, c'est de faire le questionnement socratique. Quand vous amenez une situation qui a occasionné des émotions intenses, il va vous poser des questions pour essayer de voir la pensée qui se cache derrière, puis vous aider à travers une série de questions de prendre du recul pour avoir une vision plus globale de la situation, pour vous détacher un peu de l'intensité de l'émotion, pour vous aider à prendre du recul, puis voir l'ensemble de la situation, un peu les deux côtés de la médaille. Parce que quand on est capable de voir les deux côtés de la médaille, on est capable d'avoir des émotions plus nuancées également. Donc, par exemple, j'ai écoulé mon examen, je ne suis pas bonne, je ne réussirai jamais. Bon, est-ce que c'est bien vrai? Quelle est l'évidence que vous ne réussirez jamais? Que le fait que vous ayez écoulé cet examen, ça veut dire que vous n'êtes pas un bon étudiant. Est-ce que c'est possible de voir les choses autrement? Quelle est la pire des choses qui pourrait vous arriver? Quelle pourrait être la meilleure chose qui pourrait vous arriver? Puis si c'était vrai que vous avez écoulé cet examen puis que c'est parce que vous n'avez pas bien étudié, est-ce que c'est la fin du monde? En quoi est-ce que c'est grave d'avoir coulé cet examen? Puis quel est l'effet de cette croyance que vous n'êtes pas un bon étudiant? Est-ce que c'est utile pour vous? Est-ce que ça vous aide à avoir des meilleures notes, à réussir vos études? Qu'est-ce que vous diriez à votre ami s'il était dans la même situation aussi? Parce que souvent, on est beaucoup plus dur envers nous-mêmes qu'avec autrui. Donc, c'est un peu qu'est-ce qu'on fait avec les enfants de façon instinctive pour les aider à mieux gérer leurs émotions également. Donc, ici, on a Anna qui a peur du noir parce qu'elle voit des ombres. Donc, ici, ah! Donc, ici, on peut lui demander, c'est quoi ton émotion? Peut-être ça va être quelque chose comme de l'anxiété. Ensuite, on va essayer de voir qu'est-ce qui la rend anxieuse. Ben, donc, Anna, tu nous fais peur. Puis elle dit, il y a un monstre à la fenêtre. Donc, la pensée, c'est, il y a un monstre à la fenêtre. Ensuite, sur quoi elle se base pour dire ça? Donc, où ça? Je ne vois pas. Derrière le rideau, on voit son ombre. Donc, on voit sur quoi elle se base. Puis elle a vu quelque chose, c'est qu'ici, il y a comme une ombre de monstre. Puis donc, la quatrième type de question, c'est est-ce qu'il y a une autre façon de voir les choses? Donc, finalement, c'est seulement l'ombre de l'arbre et le bruit du vent. Donc, on voit ici, en tirant le rideau, puis en prenant du recul, qu'il y a une autre explication qui fait moins peur. Donc, dans la thérapie cognitive, c'est un peu ce qu'on va faire. C'est quoi l'émotion? Quelle est la pensée qui apparaît à votre esprit qui amène un certain type d'émotion, qui influence un certain type d'émotion? Sur quoi on se base pour dire que cette pensée est vraie? Puis, est-ce qu'il y a une autre façon de voir les choses? C'est quoi l'autre côté de la médaille? Ensuite, votre thérapeute va vous enseigner à remplir un tableau d'enregistrement des pensées automatiques. C'est un tableau où est-ce que vous allez décrire des événements où est-ce que vous avez eu des émotions intenses, puis écrire le type d'émotion que vous avez eu, les cotés de 0 à 10. 10 étant extrême, très, très intense, 0, pas du tout. La situation où est-ce que vous avez eu cette émotion, la pensée automatique, les pensées qui traversaient votre esprit, puis d'essayer de voir les faits qui vous amènent à dire que cette pensée est vraie, puis les faits qui pourraient la contredire, vous amener à avoir une pensée alternative qui tient compte des deux côtés de la médaille, puis à réévaluer votre émotion. Donc ici, la patiente est allée à un party un vendredi, puis elle a bu. Donc, elle se sentait anxieuse, 4 sur 10, déçue, désespérée, découragée. Les pensées qui traversaient son esprit, c'était que les autres ont plus à dire que moi, les autres sont plus intéressants, j'ai dit des niaiseries, je suis nulle, ça ne va jamais arrêter.
Donc, le thérapeute va entourer la pensée qui lui amène le plus d'émotions. Donc, ici, c'est « je suis nul, ça ne va jamais arrêter ». Ça, c'est la pensée chaude, la pensée qui amène le plus d'émotions. Puis là, le thérapeute va lui demander, ben, c'est quoi les faits pour, les faits qui soutiennent cette pensée, qui vous amènent à penser que vous êtes nul, que ça ne va jamais arrêter. Ben, ça fait des années que je fais ça, pourquoi ça arrêterait? J'ai déjà fait 2 mois de suivi, ça n'a pratiquement rien changé, je suis encore anxieuse socialement. Donc, on va regarder l'autre côté de la médaille. Donc, y a-t-il des choses qui font dire que ce n'est pas tout à fait vrai? D'autres façons de voir les choses. Quand ça va mieux, comment vous voyez les choses? Donc, ben, je sais que ce qui se passe, je peux le cibler, je veux que ça change. Ça va un petit peu mieux déjà, je commence à aller dans la bonne voie. Mes amis veulent me voir, j'ai déjà été bien avec des gens. C'est normal qu'on est déprimé, d'être plus anxieuse aussi. Donc, la pensée alternative va tenir compte des 2 côtés de la médaille. On va lire la colonne des pour, la colonne des contre, puis en venir à une phrase qui amène les 2 côtés de la médaille. Donc, je pense que ça ne va jamais arrêter, mais de façon objective, ça penche un peu plus vers l'amélioration. Donc, en regardant les 2 côtés de la médaille, l'anxiété semble baisser ici à 3 sur 10, la déception à 5, désespoir à 4, découragement à 5. Puis, suite à ce travail-là, vous allez trouver avec votre thérapeute un plan d'action pour aller un peu plus loin puis tester un peu votre croyance que vous êtes nul, que ça ne va jamais s'arrêter. Donc, par exemple, ici, le plan d'action que le thérapeute et le patient ont trouvé, c'est d'accepter l'invitation, de faire le tableau d'enregistrement des pensées automatiques après cette invitation, puis demander à 4 amis de la décrire aussi pour voir si eux aussi pensaient qu'elle était nulle, qu'elle serait toujours anxieuse aussi. Un autre outil que votre thérapeute va vous enseigner, c'est d'utiliser le tableau d'enregistrement des expériences comportementales, de tester votre pensée, votre hypothèse, puis de voir si ça se conforme complètement à la réalité. Ici, la personne a décidé de faire un sondage auprès de ses amis pour voir si eux aussi pensaient qu'elle était nulle, puis qu'il n'y a personne qui ne voudrait jamais sortir avec elle. Donc, la date de ce sondage, ça a été mardi. Elle a fait le sondage auprès de 2 amis. Qu'est-ce qui est attirant chez une fille? Comment elle le voit? Puis la prédiction, elle s'est dit, ils vont me dire que je suis gentille, mais je n'ai pas de potentiel amoureux. Puis j'y crois à 90 100 étant convaincu que c'est ça qui va arriver, 0 pas du tout. L'expérience, au fond, c'est qu'elle a demandé à ses 2 amis de dire qu'est-ce qui est attirant chez une fille, puis de dire comment elle la voyait. Puis donc, ce qu'ils ont répondu, c'est qu'elle était attirante, énergique, se fait remarquer, sensible à l'écoute, fait attention aux autres. Guillaume m'a dit qu'elle était unique. Je ne comprends pas pourquoi tu es seule. Tu as des beaux yeux et un grand sourire. Donc, le résultat de ce sondage-là, c'est que ça ne correspond pas à sa croyance, qu'elle n'était pas attirante. Qu'est-ce qu'elle a appris? Que je fais de la lecture de la pensée, je fais le filtre mental. Il faut que je mette à jour l'information que les gens ne veulent pas de moi. Ce qui va amener d'autres expériences comportementales. Donc, par exemple, d'aller dans une soirée, de parler à 5 personnes différentes, etc., etc. Si vous voulez en apprendre plus, je vais vous encourager à consulter une des ressources suivantes. Dans sa peau de David Burns est un bon ouvrage général sur la thérapie cognitivo-comportementale. Il y a un guide aussi d'auto-soin qui s'appelle « Développer des stratégies pour surmonter la dépression » qui est disponible gratuitement sur Internet. Il y a un livre général qui s'appelle « Dépression et anxiété, comprendre et surmonter par l'approche cognitive » de Padesky et Greenberger. Et aussi sur TCC Montréal, on a un guide de pratique pour les patients que vous pourrez utiliser avec votre thérapeute, votre médecin, pour vous aider à sortir de la dépression. Bonne pratique!